Bonjour Aurélien, Bonjour. merci d'avoir accepté cette interview à l'abbaye du Mans. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur ce site? C'est plutôt rigolo parce que ça fait très longtemps que j'avais pas mis les pieds ici, parce que j'étais étudiant il y a très longtemps maintenant, ça commence à remonter un petit peu, le bâtiment qui est un peu plus haut, bâtiment de lettres. Et je connaissais pas encore cette nouvelle version de l'ABU, puisque moi j'étais plutôt habitué à l'ancienne, qui maintenant je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais en tout cas c'est un très bel endroit. Et du coup, oui, tu as commencé tes études ici, mais du coup, de ce que tu dis dans les lettres, donc pas dans l'illustration, Oui, le tout à design, fait. etc. Ouais. Comment ça s'est passé pour basculer? Alors, j'ai d'abord fait des études d'anglais, ensuite des études de lettres modernes, et j'ai fait un mémoire sur le rapport plus ou moins texte-image chez un auteur qui s'appelle André-Pierre de Mandiargue, un surréaliste, et notamment auprès de comparaison entre ses textes et Barbé d'Aurevilly, pardon, Aubrey Birdsley. Et je pense qu'il y a un petit déclic à ce moment-là, parce qu'en même temps, je faisais des fanzines où je m'occupais de la mise en page, des illustrations. Et ce rapport texte-image, en fait, m'a beaucoup plu, m'a beaucoup parlé, et je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Et je me suis mis parallèlement à réaliser des montages photos. J'avais acheté mon premier appareil photo numérique, et je pense que voilà, l'engrenage s'est mis en place comme ça, petit à petit, à ce moment-là. Alors, j'ai retrouvé un livre, j'avais présenté dessus, d'Iceberg, où on voyait Ouais. tes premières illustrations. Aujourd'hui, tu es devenu incontournable dans l'imaginaire en termes d'illustration. On te retrouve au Bélial, Robert Laffont, je vais en manquer plein, Folio, etc. Comment tu as construit tout cet univers? Comment ça se passe pour produire autant? Déjà, il faut du temps, hein, clairement, pour se faire connaître, pour commencer à être visible. Ça prend quand même pas mal d'années. Ensuite, une fois que les éditeurs ont appris à connaître notre capacité de travail, c'est eux qui viennent vers nous et qui choisissent un petit peu en fonction de leurs besoins quel illustrateur ils vont contacter. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir quand même pu m'intégrer dans le milieu depuis un certain temps. J'ai donc un roulement comme ça d'éditeurs qui me contactent assez régulièrement. Et voilà, j'ai pas eu grand chose à faire en soi, j'ai pas eu particulièrement de démarchage à faire. Mais bon, après, ça, c'est l'expérience individuelle, pour chacun c'est différent. Moi, ça s'est fait un peu tout seul finalement, avec un petit peu de patience quand même, mais sans trop lutter finalement. Et alors pour moi, il y a deux particularités qui ressortent. Il y a la collection Une heure lumière, dont tu es le seul illustrateur et sur lequel tu as posé ta marque. Et Dune, les illustrations de Dune aussi, qui sont juste magnifiques. Comment on travaille ces éléments-là? Comment d'un côté on garde la trame d'Une heure lumière, et comment de l'autre côté on arrive aussi à avoir cette originalité sur tout le cycle Dune, de façon à avoir quelque chose qui marche? Oui, bah ça c'est lié soit d'une impulsion personnelle, soit de discussion avec l'éditeur, effectivement. Pour Une heure lumière, l'idée c'était d'avoir quelque chose de très identifiable, vraiment avec peu d'éléments finalement, un médaillon central, un fond relativement sobre et voilà, décliner l'identité tout de suite reconnaissable. Pour Dune, l'idée initiale, enfin mon élan premier était en fait plutôt de partir sur le paysage. C'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait, sauf que Robert Laffont, l'éditeur, lui, partait plus sur une incarnation avec des personnages forts, ce qui est tout à fait justifié, évidemment, quand on connaît la saga. Et donc, en fait, on a trouvé un compromis dans le sens où, sur chaque volume, on a un personnage fort, mais qui est lui-même intégré au personnage, comme si, finalement, sur la première couverture où on voit Paul Atreides, voilà, il y a cette tempête de sable, c'est Dune qui enserre le personnage, et c'est quelque chose que j'ai essayé de décliner sur l'ensemble de la saga. Et alors aujourd'hui, si je te reçois, c'est par rapport à Azuka. C'est pas la première parution dans laquelle il y a texte et image, mais sauf erreur de ma part, c'est le premier que tu as fait tout seul. Oui, tout à fait. Ouais, texte image. Ouais. Et à quel moment tu as le déclic de dire j'ai envie aussi moi d'avoir ma propre production complète? Oui, ça faisait déjà un moment. C'est une idée que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais déjà depuis une dizaine d'années au niveau du code graphique, c'est ce mélange de papier et d'encre. C'est deux royaumes représentés par deux aspects techniques différents. Pour le texte, moi j'écris depuis quand même un certain temps, pas toujours de façon régulière, mais ça fait quand même un certain temps que j'écris.
Et pour ce projet-là, comme voilà, c'était mon idée, j'ai décidé de m'y mettre directement tout seul, en fait, sans chercher de scénariste particulier. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait tranquillement. Donc Azuka, on a des super illustrations, on retrouve ta patte avec une particularité. Moi, quand j'ai regardé chacune des images, on se demande presque si tu as pas fait l'origami directement en mode papier, pris en photo, etc. Tu es parti de quelle base? Est-ce que c'est purement numérique ou est-ce que tu as eu une base? Alors il y a une base de papier, effectivement, de textures de papier qui ensuite sont retravaillées numériquement, que je vais découper numériquement, que je vais coller, assembler comme de l'origami numérique finalement. Ouais. Mais là, la base est de papier. Ouais. Donc là, on suit finalement de mère en fille des plieuses. Donc d'abord la mère qui a du mal à produire sa pliure, et puis la fille qui a du mal, comme si la création avait tendance à s'estomper dans le temps. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Alors non, je sais pas s'il je me projette particulièrement dans ce déclin progressif. Peut-être qu'un jour je dirai ah oui, finalement c'est pas si simple. Mais non, j'ai pas de. Enfin, ça me semblait cohérent par rapport à l'histoire que je voulais raconter en fait. Donc là, on a le couple, hein, l'empereur et sa femme. Donc lui, guerrier, il y a une espèce d'alliance, et on se rend compte que ce monde-là vit un peu en autarcie. On ne sait pas ce qui se passe autour. Il y a des montagnes. Il y a un moment, ça rompt. Est-ce que tu voulais faire découvrir l'autre de l'autre côté du mur ou pas? Oui, après c'est une histoire qui est sans faire ce qui ne renvoie pas directement à des éléments existants, mais on peut faire un parallèle avec le Japon qui a vécu en autarcie quand même pendant très très longtemps, qui s'est ouvert tardivement au 19e à l'Occident, en tout cas au reste du monde. Voilà, c'est un petit peu l'image de ce pays de papier qui lui est entouré de montagnes, qui ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, qui a peur de ce qu'il y a de l'autre côté, voire même qui le nie totalement. Et donc voilà, c'est une façon aussi effectivement de parler de l'altérité, que finalement, enfin c'est très bateau, c'est très basique comme réflexion, mais elle est importante malgré tout. C'est qu'il faut pas avoir peur de l'inconnu et de celui qui est de l'autre côté de la frontière. Et c'est vrai que, alors je vais pas aborder le sujet, on sent une proximité avec la culture japonaise. Sarah, tu as un rapport particulier à la culture japonaise? Oui, j'aime beaucoup les contes japonais. Lafcadio Howard, traducteur de bon nombre de contes japonais que je lis depuis des années. Et c'est vrai que c'est un univers que j'ai toujours aimé, même si je le connais pas personnellement. Je suis jamais allé au Japon. Je suis pas non plus un féru absolu de l'histoire japonaise. Mais c'est vrai que c'est un univers. En tout cas, il y a une sensibilité et un graphisme qui me touche particulièrement, que j'ai abordé de façon très personnelle dans ce projet, qui encore une fois n'est pas du tout une adaptation de choses précises, mais vraiment un ressenti purement subjectif de la culture japonaise. Et on sent bien cette notion de conte, on baigne dedans. Alors j'ai été impressionné parce que on retrouve la même qualité dans le texte que dans le graphisme. Ça t'a pris combien de temps? Alors, comme je te disais, l'histoire est là depuis plusieurs années. Après, c'était juste un ressenti. J'avais pas d'éléments précis en tête, à part peut-être quelques scènes. Mais la rédaction en elle-même et le projet, ça m'a pris environ 1 an. Tout en travaillant en parallèle sur d'autres projets pour l'édition. Oui, parce que je vois qu'il y a énormément de couvertures. Tu dois avoir un emploi du temps de ministre. C'est parfois chargé, effectivement. Ouais. J'ai vu aussi dans le rapport entre la mère et la fille la notion de la transmission. Alors la transmission à la société au travers des différentes créations, mais aussi la transmission de mère à fille. Est-ce que pour toi c'est important? Alors, je sais que tu as une fille, ce côté transmission de la culture de. Oui, bah évidemment. Après, c'est quelque chose qui se vit de façon intime au quotidien, sans grand discours ni volonté particulière, si ce n'est celle de partager. Après, au sein d'Azuka, c'est aussi un ressort narratif, hein, finalement, quelque chose qui permet de faire avancer l'histoire et de provoquer des événements et de faire avancer tout ça. Sinon après non, j'ai pas une volonté de donner et de faire hériter quoi que ce soit. Après chacun fait son chemin en fonction de ce qu'il a reçu, ce qu'il a bien voulu recevoir aussi. Et voilà quoi, c'est pas une volonté vraiment écrasante. Et ce qui est intéressant aussi, alors tu l'as un peu dit à un moment à la rencontre du papier et de l'encre. On voit des textes qui sont très jaunes, très sépia je crois que c'est sépia, je suis pas très artiste dans le domaine, et à la fin on retrouve la couleur. Est-ce que on est encore sur l'altérité, cette rencontre de l'autre qui permet de faire quelque chose de c'est ça, c'est l'alliance des deux, le métissage
qui permet effectivement d'obtenir quelque chose d'autre, parfois beaucoup plus riche que ce qu'on aurait en restant seul dans son coin ou enfermé dans son petit royaume. Et du coup, par rapport à ce texte, est-ce que ça t'a donné envie de construire de nouvelles histoires? Est-ce que ça t'a donné envie de poursuivre? Oui, tout à fait. J'ai d'autres projets en album, alors pas nécessairement dans cette lignée-là, mais le rapport texte-image est toujours très intéressant. J'en ai un qui sort bientôt en septembre, un nouvel album justement pour les plus jeunes, parce que celui-ci est quand même assez long en termes de texte et donc s'adresse plus aux jeunes adultes ou aux adultes ou aux enfants accompagnés de leurs parents pour la lecture. Le prochain, lui, sera pour les plus jeunes. Il y aura moins de texte et plus contemporain aussi dans son histoire et dans son traitement. Et toujours dans le secteur japonais ou pas du tout. Non, c'est vraiment très proche de nous en termes de culture et d'univers graphique. Ouais. Après, oui, je me refuse pas un jour de retourner dans ces univers-là, évidemment. Ouais. Et j'avais aussi une question, alors qui retourne un peu sur la partie illustration. Aujourd'hui, je trouve que les illustrations que tu fais sont énormément le reflet du contenu. Mm-hmm. Est-ce que tu lis les romans avant de les illustrer, ou est-ce que tu Oui, au maximum. J'ai pas toujours le temps de tout lire, évidemment. Mais au minimum, je lis 100 à 150 pages d'un roman avant de l'illustrer, tout en prenant connaissance des attentes de l'éditeur et du brief qu'il a pu me communiquer à ce moment-là. Mais c'est vrai que je privilégie ma propre lecture plutôt que, sauf si évidemment il y a des impératifs marketing ou autres, mais c'est vrai que c'est la lecture qui va m'apporter le plus d'éléments de réflexion. Et alors j'ai eu la chance je crois que c'était pendant le Covid, de prendre une plaque. J'avais choisi de mon côté Rivage, si je me souviens bien, de Guillemin chez Albin Michel. Est-ce que c'est des opérations que tu vas relancer pour qu'on puisse avoir Aurélien Polis dans son salon? Peut-être. Oui, c'est pas impossible. C'est vrai que dans l'immédiat, pas forcément. C'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps à organiser. Mais oui, c'est tout à fait possible, envisageable. Oui. Et de ton côté, quelles sont les prochaines actualités au-delà de ton album en termes? Alors je sais que tu as réalisé une super couverture pour Audrey sur Cynthia. Oui, d'accord. Là, j'ai pas mal de couvertures en cours qui paraîtront sans doute à la rentrée. J'ai donc cet album en septembre et j'ai une double publication à venir chez Calidor. Ça fait près d'un an que je travaille avec eux pour une réédition des Hauts de Hurlevent qui est intégralement illustré et de Frankenstein. Donc pareil, intégralement illustré aussi, qui paraîtra en octobre pour Frankenstein et en novembre pour les Hauts de Hurlevent. Voilà. Très belle collection aussi, Calidor. Oui, magnifique, ouais. C'est un vrai plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'avoir le temps de faire tout ce dont j'ai envie, ce serait déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi.